Bien, bonsoir, merci à tous d'être là. 4e session des collégiales de Strat. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Pierre-Yves Panis, donc directeur design d'Orange à Strat. C'est un très grand plaisir d'avoir parmi nous. Moi, j'ai beaucoup insisté pour que tu viennes. Parce que je pense que non, insister au sens, pour moi c'est très important que tu viennes parce que ton parcours est un parcours qui moi m'intéresse beaucoup. Je pense d'une certaine manière aussi, je l'espère, tous nos étudiants, parce que c'est un parcours de designer bien sûr, mais c'est aussi un parcours d'être humain un peu singulier, puisque tu as, dès ta sortie de diplôme, tu vas nous en parler, j'en suis certain, tu t'es lancé à la découverte du monde, et avec beaucoup d'ingéniosité et de curiosité. Ouais. Et ça me semble un assez bel exemple de ce qu'un designer doit faire. Toi, tu l'as fait il y a très longtemps, ça veut me dire. Et mais probablement en avance de phase avec ce qu'on demande à un designer de faire aujourd'hui. Ouais. Voilà, ce début du XXIe siècle, où les enjeux sont énormes, mondiaux. Et les situations dramatiques qu'on a vécues dernièrement nous prouvent. Et paradoxalement, nous poussent à dire qu'il faut aller plus loin dans cette découverte du monde et cette appréhension du monde et cette compréhension du monde. Et je pense que ton parcours, ça peut être en tout cas un éclairage de ce qu'un designer peut faire. Et j'espère aux designers qui sortiront de Strat d'avoir le parcours qui était le tien. Merci Dominique, merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous demande un tout petit peu d'indulgence. Je viens de m'en coucher, j'ai l'oreille complètement touchée. Vous pourrez peut-être me voir régulièrement toucher mon oreille. Je ne sais pas, j'ai personne au bout du fil. Quand Dominique dit qu'il a insisté pour que je vienne, écoute, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Moi, ça me fait énormément plaisir de venir discuter avec et je dis discuter parce que j'espère que c'est un échange avec des étudiants en design, de futurs designers. Et d'autant plus dans une école avec laquelle j'ai peut-être un peu trop loin ces dernières années, mais enfin depuis quand même plusieurs années, que ce soit Jean-René à une époque ou toi aujourd'hui, pas mal de relations et pour laquelle j'ai énormément de respect. On m'a demandé un titre, et d'ailleurs monsieur qui prend des photos là tout à l'heure me posait la question sur le titre. Je vous laisse faire toutes les interprétations que vous voulez, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. En fait, je trouve ça toujours assez rigolo parce que quand on se retrouve à venir discuter comme ça avec des gens, moi je me suis retrouvé à votre place, encore très régulièrement, je vais écouter des gens, et puis on se demande pourquoi on va les écouter, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi pas quelqu'un d'autre, et qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils vont me raconter. En fait, j'ai juste fait un copier-coller là ce matin, quand je préparais mon intervention ce soir. C'est une petite bio que ma femme a réalisée alors que je vais faire une intervention au DMI. Et c'est un spoof, hein, si vous vous amusez à lire, il y a beaucoup de textes, je suis désolé, mais l'idée, c'est de mettre en avant le fait que, bon, être un designer, à l'époque, j'étais le patron du design et directeur artistique de Legrand, donc ça remonte à il y a 7-8 ans peut-être. Bon, elle se fout franchement de moi, hein. Et c'est vrai, j'ai des petits pieds, c'est vrai que bon, je sais plus ce qu'il y a d'autres, mais ce qui est surtout vrai, et c'est ça que je voulais mettre en avant, et c'est pour ça que je me suis dit ça vaudrait le coup de vous le mettre. His portfolio sadly includes a bunch of stuff that was never made, that was cancelled, changed, modified, and or ruined by management. En fait, on se bat, et vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard. Moi, ça fait maintenant à peu près 15 ans que je travaille dans des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, des Fortune 500 aux États-Unis. J'ai pas fait ça toute ma vie, et puis ma vie elle n'est pas encore finie. Hein. J'ai 51 ans, je reviendrai un peu sur mon parcours là aussi au fur et à mesure. Mais c'est vrai que dans notre rôle de designer, on a souvent l'impression que c'est us versus them, c'est nous contre eux. Peut-être moins pour vous aujourd'hui, moi c'était clairement mon cas quand j'étais encore étudiant à l'ENSI il y a 20 ans, voire plus, il y a 25 ans. Mais c'est une belle bataille. Et je pense que, quand je dis c'est une bataille intelligente. C'est-à-dire que
la slide qui va suivre, là, dans un instant, parce que je ne peux pas m'arrêter là, c'est en fait ce que vous retrouvez si vous allez voir ma page LinkedIn. Et en fait, qu'est-ce que je mets en avant? Je mets en avant le fait que depuis maintenant, toujours, depuis 25 ans, mais ces 15 dernières années, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que le design serve à quelque chose. Et il sert à quelque chose parce que je suis convaincu que le design apporte de la valeur. Il apporte de la valeur aux shareholders et aux actionnaires de l'entreprise, bien évidemment. Il apporte de la valeur à ses clients. Et le designer est là, de toute façon, avec deux interlocuteurs privilégiés. L'interlocuteur qui peut-être, s'il travaille en tant que designer intégré, c'est un terme encore relativement vague à mon avis et peu défini encore aujourd'hui en France et dans le monde, mais s'il travaille pour une entreprise, qu'il soit intégré ou qu'il soit consultant, ben, il ou elle a à cœur de mettre en place la stratégie de l'entreprise, de créer de la valeur autour de ce que sont les ambitions de l'entreprise, et bien évidemment des clients ou des usagers de son entreprise, de ses stakeholders. Et clairement, c'est ça qu'on essaie de faire, mais pour le faire, il faut réussir à amener un tas de gens. On ne fait pas d'innovation tout seul, on ne crée pas de la valeur tout seul, on la crée avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit, comme je viens de dire, les usagers, ou que ce soit les gens du marketing, du développement, etc. Et en fait, bon, moi je crois que dans les projections que vous faites peut-être aujourd'hui de votre pratique du design de demain, vous avez, j'imagine, j'espère, et je me retourne en fait, enfin, je te regarde un peu toi, parce que tu vas peut-être me dire non, tu es complètement en train de te planter, c'est pas du tout comme ça qu'on enseigne le design aujourd'hui. Bon, je pense que j'interagis quand même encore assez régulièrement avec de jeunes diplômés, et puis ça m'est arrivé, alors pas à Strat, mais par exemple à l'ISD et un petit peu à l'ENSI, d'aller donner quelques cours. Ben, on a du mal, à mon avis, de l'intérieur de l'école, de se projeter dans ce que sera une pratique professionnelle. Moi, je rencontre encore beaucoup de jeunes diplômés qui sont quelque part angoissés, mais j'espère que ce n'est pas votre cas, mais à l'idée de se dire, je vais rentrer dans une structure de design intégré dans une entreprise et faire ma vie, mais quelle horreur. J'ai vu des gens sortir de stage presque angoissés de ça. Et en fait, moi, quand tu parles de mon parcours, moi je pense que j'ai eu d'abord beaucoup de chance. J'ai eu de la chance, je pense aussi peut-être de la curiosité, et je vous souhaite à tous d'en avoir, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais cette curiosité m'a amené à faire plein de choses. Et quand je dis j'ai fait 10 ans à faire quelque chose d'un peu particulier, puis 15 ans à faire quelque chose d'autre, je pense que si j'avais fait dans le sens inverse, j'aurais jamais pu faire mes 10 ans en Afrique, ce dont je vous parlais un peu tout à l'heure, parce que j'aurais eu une vision de mon métier, une vision de la pratique de mon métier, une vision aussi de ce que le design peut apporter, je dirais, dans la société, dans son interprétation la plus large, complètement différente, et probablement beaucoup plus réduite. Vraiment, je le dis de manière tout à fait franche, vous m'interrompez quand vous voulez, hein, ça ne me gêne absolument pas, et au contraire, je préfère que vous m'interrompiez s'il y a des points sur lesquels je ne suis pas forcément clair. Bon, mon parcours, c'est un parcours, bon, finalement, qu'on va retrouver peut-être, c'est un parcours un peu typique de designer. Hein. Donc j'ai quand même travaillé en tant que consultant. D'ailleurs, avant de partir en Afrique, j'ai travaillé pour Smart Design. Ça m'a fait découvrir un tas de choses. Ça m'a fait découvrir le fait que, et ça à l'ENSI, on ne me l'avait absolument pas appris, enfin pas beaucoup, même si pour moi une des caractéristiques ou une des qualités principales du designer, c'est d'observer son environnement, c'est d'observer ce qui est autour de nous. En fait, on s'en fait une interprétation relativement théorique, mais si vous remettez ça, moi j'ai étudié de 83 à 89 à l'ENSI, donc comme je dis il y a longtemps, c'est vraiment il y a longtemps. Peu de temps après que je sois sorti d'école, on m'a dit, bah ouais, en fait on m'a dit, puis on m'entendait parler un petit peu de design centré utilisateur ou de user-centric design. Et en fait, chez Smart Design, dès les milieux des années 80, c'est une des premières boîtes de design qui s'est posé la question, et en allant très loin dans sa manière d'aborder les problématiques, de ce que ça donnait, pas seulement de travailler autour des human factors et donc de problématiques ergonomiques qu'on vous enseigne là maintenant, mais de se mettre vraiment dans la peau de l'usager. Et il y avait par exemple chez Smart Design une femme qui, en 85, a passé 8 mois dans la peau d'une personne âgée, avec
avec tout ce qu'il fallait pour faire en sorte qu'elle voit moins bien, qu'elle ait des problèmes enfin, qu'elle soit ralentie dans ses mouvements, qu'elle ait plus de difficultés en termes de préhension à apprendre des choses. Elle vivait à Manhattan, elle s'est fait casser la gueule et s'est fait dérober son sac plusieurs fois, comme des vieilles dames, et donc elle a vécu ça de l'intérieur. Et en fait, vous connaissez tous les produits Oxo, hein, les Good Grips, bon, ben voilà, c'est en fait le résultat de ce travail vraiment centré utilisateur. Ça, c'était vraiment une première découverte pour moi. Bon, je vais vous parler de design coopération parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été, à mon avis, assez formateur dans ma manière de pratiquer le design et d'appréhender mon métier. Et puis après, Moen, Legrand et Orange, je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, Smart Design, vous avez, je ne sais pas, j'aimerais bien d'ailleurs avoir un peu une idée, vous aujourd'hui quand vous projetez, vous voyez travailler, vous pratiquez votre métier de design comment? Et puis je ne sais pas si je vais forcément avoir une liste complète, mais designers intégrés, il y en a qui lèvent la main? Personne, hein? Ouais. Vous montez votre propre structure de design? Oui, il y en a un là, je le connais. Vous montez votre structure de design? Ouais, donc vous êtes entrepreneur, d'accord. Et puis les autres, vous faites quoi? Vous allez rejoindre une agence de design qui existe déjà? Il doit y en avoir quelques-uns. Là, c'est là mon master innovation design. D'accord. On vient tous de profils un peu différents, soit ingénieur, soit marketing. Bah, alors pour vous, là, les particuliers, vous faites quoi quand vous sortez? Vous rentrez dans une grande entreprise et qu'est-ce que vous y faites? D'accord. Bon, j'ai pas eu beaucoup de designers qui ont fait la main, hein, finalement, potentiellement. Mais moi, je ne savais pas dans la salle. Je vous rassure, je ne sais pas. Je ne savais pas, mais j'avais déjà des offres. C'est-à-dire que Smart Design, moi, j'étais embauché à la sortie de l'ENSI. Parce que j'avais fait un stage, parce que, bon, ça avait plutôt bien fité, bien matché. Et pour être tout à fait franc, moi, quand je suis sorti de l'ENSI en 89, je me disais, j'avais réalisé mon mémoire de fin d'études, était un truc qui était un peu en avance de phase par rapport à ce qui se faisait. C'était construit sur des choses que vous ne connaissez pas, mais c'est les premières notions d'hypertexte et donc hypercard. Donc c'était une disquette. Hein, à l'époque, moi j'ai dû aller chercher chez Apple des Mac SE que je donnais à mes membres de jury et leur expliquer comment était une disquette dans un ordinateur pour après lire un truc. Et on m'a dit, mais donne-moi l'impression de ton mémoire. Je dis, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas linéaire mon mémoire. Et d'ailleurs, elle a une map. Aujourd'hui, comme sur n'importe quel site web, par exemple, il y avait une carte qui expliquait comment on allait d'un endroit à l'autre. Et le titre de mon mémoire, c'était le design informe, point d'interrogation. Pourquoi informe? Parce que la société de l'information, et donc il y avait des visions un peu folles déjà. Hein. À l'époque, Dominique connaît un peu ces gens-là. Il y avait des gens qui se disaient, bah, demain, l'usager, le consommateur, on est en 88-89, le consommateur, demain, fera ses propres produits. Je sortais d'une école de design, les gens ils disaient ça sans trop se poser des questions, mais je dis, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur moi? Est-ce que ça veut dire que demain, en fait, on n'a plus besoin de designer? Si les gens font leurs propres produits, aujourd'hui on parle d'impression 3D, on se dit que de plus en plus, mais on n'est pas en train de se dire que l'usager ou le consommateur va faire ses propres produits. Il va personnaliser, il va faire un certain nombre de choses comme ça. Donc, je reviens quand même là-dessus. Moi, je voyais ma vie professionnelle comme étant dans le design d'interface, dans les nouvelles technologies. Je me voyais peut-être un jour rentrer chez Apple. Oui, je me voyais bien rentrer chez Apple, ça m'aurait bien dit. Et puis en fait, j'ai absolument pas fait ça. Mais du tout. Ah ouais. Je suis quand même surpris. Hein. Moi, je ne cherche pas à vous agresser, mais je suis étonné que vous... Enfin, ou alors vous n'osez pas me dire ce que vous allez faire, mais je vais peut-être me poser une autre question. Là, c'est quelles années qui sont là? Ça va peut-être plutôt des premières années, il y a peut-être des deuxièmes années, il y a quelques troisième années. Ouais, donc c'est moins facile. Et là, donc on a les airbags. Il y a aussi des doubles diplômes. Ouais. Il y a des gens qui sont Grenoble Management. Ouais, bien sûr. Bah, tu sens, on en a vu chez nous aussi. Donc, non, c'était pas facile, mais c'est une question, à mon avis, vous auriez pu déjà avoir un avis très tranché là-dessus. Donc la question que je vais vous poser, vous avez déjà fait des stages en entreprise ou des stages dans les agences pour tous? Oui. Ouais. Donc
vous avez quand même au moins un point de repère. Bon voilà, moi j'ai quand même travaillé 1 an dans une belle boîte, hein, Smart Design, et puis après ils m'ont fait un boulot, et puis je suis pas allé chez eux parce que j'ai fait autre chose, et justement, au lieu de ça, moi je suis parti au Zimbabwe. Je suis parti au Zimbabwe, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je vais essayer de me calmer un peu et de me maîtriser sur le temps que j'y passe. Mais pourquoi je suis parti au Zimbabwe, mais complètement par hasard, enfin, pas par hasard, c'est-à-dire que j'avais un service militaire à faire, je ne voulais pas le faire sous les drapeaux. Je suis double national français et belge, et mon histoire que je vais raccourcir, je vais faire mon service militaire belge. Et en fait, il y avait 3 conditions pour faire mon service militaire dans autre chose qu'un service militaire classique, sous les drapeaux. Il fallait que je sois diplômé, j'ai un diplôme universitaire, j'étais diplômé d'une grande école de design, donc ça marchait. Il fallait que je suive une formation de développement, donc comme les gens qui vont travailler pour le ministère des Affaires étrangères ou pour des organisations d'aide au développement. Il fallait que je travaille dans un pays en voie de développement ou un pays émergent, on dirait aujourd'hui, et il fallait que je travaille pour un organisme gouvernemental ou non gouvernemental à but non lucratif. Enfin, je vous assure que même aujourd'hui, en 2015, essayer de trouver un boulot en tant que designer pour faire ça, c'est quasi impossible. En 89-90, c'était vraiment compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par créer une ONG. J'ai créé une ONG, cette ONG s'appelle Design Coopération, elle existe encore. Le Zimbabwe, c'est un hasard, je ne sais même pas où c'était sur la carte, pour être tout à fait franc. Et puis je pensais y partir pour 2 ans pour faire mon service militaire, et puis finalement je suis resté 8 ans. Quand j'ai quitté le Zimbabwe, j'ai eu la chance de me voir offrir, enfin d'aller chercher et qu'on m'offre un boulot dans une grande entreprise de robinetterie qui s'appelle Moen aux États-Unis, dans un état qui est le Colorado. C'est une boîte très innovante, parce qu'en fait les gens qui ont inventé le robinet mitigeur mélangeur. Alors à l'époque c'était pas les cartouches en céramique, c'était tout en cuivrerie. C'est des gens qui ont vendu d'ailleurs la technologie à Broe en Allemagne, qui ont fait racheter Broe. Et aujourd'hui, c'est leader de marché, co-leader de marché aux États-Unis dans la robinetterie avec Delta. C'est des gens qui, par exemple, lorsque moi je suis arrivé en 2000, là on est en 2000, et ça, notamment pour toi qui m'as dit tout à l'heure, manager des équipes pluridisciplinaires, c'est des entreprises, on en parle de plus en plus aujourd'hui, qui étaient capables de mettre en place des équipes projets multidisciplinaires. Bon, clairement, on parle de quelqu'un qui a plutôt des notions, je dirais, d'ingénierie, un designer, et quelqu'un qui a des notions de marketing, donc de compréhension du marché. Et quand moi je suis arrivé, on nous a foutu off-site pendant 1 an pour réfléchir à ce que seraient les prochaines, à la prochaine expérience dans la douche, puisque cette entreprise, c'est un peu en clin d'œil que je mets un produit qui est vraiment particulièrement moche, particulièrement banal et pas très, même s'il y a des côtés ergonomiques qui sont intéressants, je ne vais pas dessiner, où en fait j'ai refait une couche de travail de designer qui est rare finalement, je trouve. Une entreprise comme Orange dans laquelle je suis aujourd'hui le fait particulièrement bien, je pense, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, d'observation des usages et donc d'un travail ethnographique au départ pour essayer de comprendre comment on pouvait amener une vraie valeur aux usagers et seulement après avoir compris ça, définir ce que pourrait être la technologie et les produits qui permettraient d'amener ce service-là. Moi, je ne voulais pas rester aux États-Unis tout le temps, contrairement à beaucoup de gens qui veulent absolument aller y vivre. On avait décidé avec mon épouse qui est américaine qu'on n'y passerait pas plus que 4 ans. Pour 3 ans et demi, j'ai trouvé un job et je suis arrivé chez Legrand. Où là, il y avait finalement pas mal de choses à faire. Legrand, il y a des produits, hein, je pense que certains, peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez le groupe. Le groupe est éponyme de la marque, hein. Il y a la marque Legrand, il y a le groupe Legrand, il y a une quarantaine d'entreprises et de marques au sein de ce groupe. C'est un des leaders mondiaux de l'énergie. Et en fait, pour moi, ça a été une opportunité aussi de construire vraiment le design dans une entreprise. Quand je mettais donc, tout à l'heure sur ce que sont un peu les faits marquants de ma carrière de designer, est-ce que ce à quoi je crois dans les rôles que je tiens aujourd'hui dans ces grandes entreprises, c'est de valoriser le design. C'est de valoriser le design pour que le design soit mis en situation d'amener une vraie valeur ajoutée à tout ce que fait l'entreprise.
mais vraiment à tout ce que fait l'entreprise. C'est-à-dire, c'est dans nos relations avec les autres métiers, c'est les amener à penser les choses différemment. C'est dans une entreprise comme Legrand, faire en sorte que assez rapidement, le DG, et le fils de Gilles Schnepp est venu faire ses études ici, disent le design c'est l'affaire de tous. Et c'est pas juste un petit slogan comme ça sympa, c'est vraiment quelque chose auquel on croyait, auquel l'entreprise d'ailleurs croit encore, malgré le fait que j'en sois parti. Et quand on dit le design c'est l'affaire de tous, nous sommes des experts et on a un certain nombre de responsabilités, et ça j'espère que vous en rendez compte maintenant. C'est-à-dire qu'au bout du bout, on va peut-être demander à l'expert de dire bon, est-ce que le machin est bon, c'est un produit, est-ce qu'il est bien fini, est-ce que l'expérience est bonne, et nous devons être les garants de cette expérience-là. Mais c'est quelque chose, il faut que la décision soit partagée par tous. Et moi je milite, et c'est pas facile, je vous assure, et si vous voulez peut-être quand on échange de manière peut-être un peu plus libre plus tard, je peux vous en parler. Dans des entreprises, plus l'entreprise est grosse, plus c'est difficile de faire en sorte que le top management soit vraiment impliqué dans les décisions de design. Mais c'est important. Et j'utiliserai juste un petit moment pour vous en parler. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chez Orange. Bon, Orange, je ne vous le présente pas, mais enfin, c'est un des leaders mondiaux des télécommunications. Et en fait, quand on dit télécommunications, ça ne veut rien dire, parce que on est bien loin du téléphone et des PTT. C'est bien évidemment le triple play, le quadruple play, c'est tous les services que l'on va retrouver autour du data. Et autour du data, c'est tout ce qui tourne autour du digital. C'est à la fois des produits physiques, c'est des télécommandes, c'est des livebox, c'est des chargeurs, c'est des objets connectés, c'est tout ce genre de choses-là. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant dans une structure comme Orange, en tout cas pour moi, c'est des marchés très variés. C'est 30 pays, avec beaucoup de marchés émergents, et avec des services que l'on arrive à développer sur ces marchés émergents. Donc les équipes sont à la fois à Paris, à la fois à Londres. Les grosses équipes sont Paris et Londres. Et puis on a une petite équipe, et d'ailleurs, avis aux amateurs, on a encore un poste de VIE à Abidjan. Enfin, a priori, vous n'êtes pas dans la cible, parce que vous n'avez pas vos diplômes. Mais, et on a eu des designers on a encore un ancien de Strat qui est à Amman, qui est Paul Monu, pour ceux qui connaissent, qui travaillent à Amman. J'aime bien remettre ça. Je suis désolé, Dominique, mais j'ai vu que l'école de Maury-la-Rivière utilise la même citation, qui n'est pas une citation, puisqu'on ne sait pas qui l'a écrit. Demandez pas à un designer de construire un pont, mais plutôt le meilleur moyen de traverser la rivière. Moi, je trouve que ça résume bien. C'est facile de mettre une slide de Steve Jobs en disant design is how things work. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est intéressant. Enfin, j'utilise assez régulièrement des citations de ce type-là avec des gens du management, justement, pour leur faire comprendre que le design, c'est vraiment, avant tout, réfléchir à trouver une solution à un problème. Si vous allez sur le site de Legrand, vous trouverez encore ce visuel-là, par exemple. Moi, ce que je mets en avant ici, c'est le fait qu'on part, pas forcément d'une feuille blanche, mais d'un point d'interrogation, qui peut pourquoi pas être une hypothèse, et puis on va aller jusqu'à la solution. Et ce qui est important, c'est que le design ne travaille pas tout seul, mais par contre le design, il est peut-être la fonction dans l'entreprise qui est impliquée vraiment du début jusqu'à la fin. Je pense que je vous apprends. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, et dans vraiment le travail d'évangélisation que tout designer, à mon avis, finit, pas parce qu'il se sent obligé de le faire, mais parce que finalement, c'est oui, partie intégrante, ça fait partie de nos conditions, bien évidemment, et donc ça fait partie intégrante de la passion que l'on amène dans notre entreprise, ou dans nos entreprises, ou même vis-à-vis des clients externes. Moi, j'aime bien structurer le design autour de ces 3 grands points-là, ce que j'appelle les 3 piliers, ou les 3 éléments chronologiques d'ailleurs du design. L'observation, bon, c'est évident, c'est une observation sociétale, une observation technologique, économique, sans laquelle on ne peut rien faire. Mais ça a une énorme signification dans une entreprise. Et la signification, c'est de dire qu'on ne peut pas même commencer à faire du design si on n'a pas observé. Mais ça ne s'applique pas qu'aux designers, ça s'applique à tout le monde.
raconte une anecdote. Quand moi je suis arrivé chez Laurent en 2000, la messagerie vocale qu'il y avait sur mon poste de travail, il fallait que je l'enclenche. C'est-à-dire que si je voulais par exemple aller faire pipi, il fallait que je fasse, je ne sais pas, dièse 322. Il y avait un petit truc qui flashait, je pouvais faire pipi. Et par contre, quand j'en ai, si j'oubliais de désenclencher ma messagerie vocale, tout passait sur ma messagerie vocale, sur mon poste fixe. Alors que n'importe qui utilisait déjà un mobile, vous pouviez décider que votre mobile, à partir de la 4e ou la 5e sonnerie, votre messagerie vocale s'enclenchait. J'avais appelé à l'époque la personne qui s'occupait des messageries vocales, je me disais, mais on ne peut pas mettre un truc qui s'enclenche automatiquement. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est un grand groupe, hein, et je suis désolé de dire, mais c'était Laurent à l'époque, il m'a dit, non, Pierre-Yves, tu te rends compte, si on donne la possibilité aux gens que leur messagerie vocale se mette en marche automatiquement, ils risquent de ne pas être à leur bureau. Et s'ils ne sont pas à leur bureau, ils ne travaillent pas. J'ai dit, mais c'est fou. D'abord, c'est contre-productif, parce que bon, d'abord, ça peut être des échanges avec mes collègues, et puis il va y avoir un certain nombre de choses fortuites qui vont faire que je vais avoir des idées. Enfin voilà, bon, cette notion d'observation, elle est à mon avis importante et partagée. Le deuxième point, c'est la stratégie. C'est dire qu'en fait, on ne peut pas faire de design tant qu'on n'a pas fait de stratégie. Et ça amène aussi le design au niveau stratégique de l'entreprise. C'est un mot très flou peut-être, la stratégie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va définir un vrai brief design. Et je ne parle pas de cahier des charges. Je refuse d'utiliser le mot cahier des charges. C'est vrai que c'est un peu une pirouette d'utiliser le terme brief, parce que brief, bon, à la rigueur, on est dans un monde francophone, de plus en plus on utilise du franglais, mais un cahier des charges, les ingénieurs pensent que c'est un cahier des charges technique, ou ça peut être un cahier des charges marketing, où franchement c'est une addition de fonctionnalités, puis c'est à peu près tout, et éventuellement une analyse comparative de ce que fait la concurrence, mais ça reste là. Et là, l'idée, c'est après avoir fait cette observation, c'est de se dire en phase avec ce que sont les orientations de l'entreprise, ce qu'est la stratégie de l'entreprise, on définit ce qu'est le design. C'est quoi, à quoi on aspire, vers quoi on veut aller. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on fait l'acte de création, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes quelque part les experts. Hein, l'acte de création, le form giving, c'est donc donner une enveloppe au sens propre et au sens figuré, un dessin EIN à ce qu'on va faire. Mais c'est important de le mettre à la fin parce que bien régulièrement, on réduit le design à, ben voilà, en fait, moi je me rappelle dans les premiers comités de direction dans lesquels je pouvais aller lorsque je suis arrivé chez Laurent, c'était moins le cas aux États-Unis. J'arrivais, déjà je voyais arriver du coin de l'œil, parce que je ne venais pas forcément à la réunion de toute la journée, et c'est du véridique. Il disait, ah, ben voilà Pierre-Yves, on va pouvoir revenir et vous allez pouvoir nous dire, Pierre-Yves, ce que vous pensez des formes qui ont été montrées. Et moi je me rappelle avoir dit à mon DG à l'époque, je dis, mais on s'en fout de ce que je pense moi de la forme. Et je lui ai dit, devant tout le monde, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une analyse de marché? Est-ce que nos clients, moi ce que je peux vous dire, c'est si effectivement, et ça je vous le garantis, si effectivement par rapport aux guidelines esthétiques et à la charte graphique et aux éléments de marque que l'on essaie de mettre en avant, si ça colle ou pas, oui ça colle, maintenant, nous on a fait notre travail, mais c'est pas moi qu'il faut faire plaisir, et je dis ni même à vous. Il faut juste s'assurer que par rapport au marché, ça répond à une demande. Et que cette demande, elle est... Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que la création, pour moi, ça vient vraiment en dernier lieu, et c'est assez... Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais depuis les années que je le pratique, ça a énormément comme je disais tout à l'heure, d'impact un peu politique dans l'entreprise. Alors, je vais essayer de... Je suis désolé, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop décousu, hein, mais... donc je reviens en... Je vous répète, hein, donc, je suis designer de produits. Bon, j'ai fait l'ENSI, vous connaissez tous l'ENSI. L'ENSI était une école, et bon, c'est une école qui, on peut le dire, hein, je pense, a été un petit peu un modèle pour plusieurs écoles de design qui sont aujourd'hui les vrais piliers de la formation en design professionnel que le monde nous envie, à mon avis d'ailleurs, français. Et donc cette école était une école qui, lorsqu'elle a été créée en 83, s'est tout de suite très fortement ouverte sur l'international. Et ça, c'était absolument génial.
Et donc on avait, et c'est une école dans laquelle je crois que c'est venu à la fois des enseignants, du contexte dans lequel on était, peut-être de l'époque, je ne sais pas trop, mais aussi des étudiants eux-mêmes. Il y a eu une vraie volonté de se poser la question de savoir à quoi servait le design. Je pense que si vous allez faire un tour encore à l'ENSI, on n'a peut-être pas encore trouvé. On continue encore de se poser beaucoup de questions. Mais ça a un mérite. C'est-à-dire que, notamment sur des notions de design pour le développement. Design for development. Ce qui ne veut pas dire grand-chose quelque part. Enfin, vous avez tous entendu parler du bas de la pyramide. Vous avez entendu parler, j'imagine, de design pour les 6 ou 7 autres milliards d'êtres humains, puisque aujourd'hui on peut considérer que quand on fait du produit tel qu'on le connaît, ceux qui sont sur la table dans vos poches, sur nous, on fait des produits pour, en gros, l'Europe, l'Amérique du Nord et quelques pays d'Amérique latine, et puis quelques pays d'Océanie, et puis quelques pays asiatiques. C'est en train de changer. La Chine est en train de devenir la première puissance économique. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'est vrai que c'était pas habituel d'avoir une école qui se pose ce genre de questions-là. Et donc cette école, c'est vrai que nous, en tant qu'étudiants, on avait pas mal de réflexions autour de tiens, si je suis designer et que je travaille pour des gens qui sont en Éthiopie, c'est quoi mon boulot? Comment est-ce que je peux me projeter et qu'est-ce que je peux amener? Et comme à l'époque, il y avait encore un service militaire obligatoire et il y avait en France ce qu'on appelle le principe de la coopération, il y avait le ministère des Affaires étrangères qui envoyait de temps en temps des designers. Et cette école a été la première à envoyer des designers pour des périodes en général d'1 an et demi, en Indonésie, à Madagascar, en Éthiopie, en Tunisie. Je crois que c'est les 4 sur lesquels on avait commencé à travailler. Et puis par la suite au Chili, même si le Chili, à la rigueur, n'est pas vraiment proprement parler un pays émergent. Donc il se fait que moi j'avais des contacts avec le Zimbabwe, mais de manière complètement fortuite, et que j'ai fini par créer cette ONG, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de boulot. Je suis allé frapper à la porte d'un tas d'organisations, UNIDO, Médecins sans frontières, je suis allé jusque-là, mais on ne pouvait pas m'employer en tant que logisticien, je parle 2 langues, 3 langues à l'époque, est-ce que vous ne pouvez pas me trouver un boulot? On me dit, ah non, soit tu es infirmier, soit tu es ingénieur, soit tu es financier, mais un designer, on n'a pas de job pour un designer. Et la plupart des organisations m'ont donné cette réponse-là. Et en fait, c'était là vraiment un élément absolument critique pour moi, parce que je ne me voyais pas faire mon service militaire en Belgique et être objecteur de conscience, parce que ça voulait dire être dans les conditions assez franchement pourries dans un hôpital psychiatrique, et j'avais peur de perdre mon temps. Et donc je préférais faire ce genre de choses-là, et donc j'ai mis le pied dans la porte, et je me suis retrouvé, un peu malgré moi, à aller expliquer aux gens à quoi servait le design quand on essayait de le projeter sur le canevas d'un pays en développement. Et on a fait à plusieurs étudiants d'ENSI une mission au Zimbabwe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se fait que la personne qui dirigeait un organisme que l'on appelle la technologie appropriée. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Appropriate technology, technologie appropriée. On n'en parle probablement plus trop aujourd'hui, mais à une époque, les ingénieurs qui développaient des solutions, c'est souvent les ingénieurs qui pilotaient ce genre d'organisme, il y avait un peu les solutions mécaniques pour faire des choses, pour plier de la tôle par exemple, pour couper du bois, pour faire, je sais pas, tourner un moulin, qui était conçu et développé sur la base d'un savoir ancestral, développé, passé par toutes les fourches codines des améliorations mécaniques et industrielles. Et ça, c'était pour le premier monde, pour le first world, c'était pour nous. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu comme on faisait une usine comme ça chez nous, on faisait un tour à bois comme ça chez nous. Et puis, il y avait la technologie qui m'est appropriée pour les pauvres. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de simplifier les choses pour que, quand ça tombe en panne, on puisse les réparer un peu plus facilement. D'un point de vue, je dirais, intellectuel, c'était une démarche tout à fait saine et logique, mais elle était quand même relativement
trouve pas le terme, mais enfin, c'était un peu downgrade. C'était, bon, tiens, toi au Zimbabwe, tu as droit à ça, mais c'est moins bien que chez moi. Et, donc ça, c'était la technologie appropriée. Donc le monsieur qui pilotait l'organisme de technologie appropriée était venu visiter l'école, s'était dit, les designers, ça peut être intéressant, parce qu'ils vont peut-être m'aider justement à mieux répondre à des besoins de technologie pour les gens qui sont en milieu rural et qui ont besoin, par exemple, de réaliser des outils agricoles ou des choses comme ça. Comme on avait ce contact-là, moi je suis allé le voir, et très vite, il a fallu que je trouve des fonds. Et donc, il a fallu que je monte un projet. Il a fallu que je monte un contexte à la fois légal et juridique pour pouvoir faire le truc. Donc, j'ai monté une ONG. Une ONG avec des statuts en France, une ONG avec des statuts au Zimbabwe, et il a fallu que je trouve des fonds. Donc, je suis allé gratter à la porte de donneurs, de bailleurs, je suis allé au Crédit Agricole, je suis allé chez Ikea, je suis allé chez des gens comme ça. Et en fait, ça m'a mis dans une situation, juste à la sortie de mes études, d'aller expliquer à quoi servait le design. Ce que j'aurais jamais imaginé faire. Je serais rentré bosser chez Orange, oui, j'aurais appris un peu sur le tas, je me suis fait une opinion, mais là, il a fallu que j'écrive un certain nombre de choses en 2 langues, il a fallu que je sois convaincant sur ce à quoi pouvait servir le design, parce que souvent, quand j'allais voir les gens me disaient mais le design, c'est bien, mais bon, des jolies tables, des jolis luminaires pour l'Afrique, ça vous savez à quoi il faut. Mais attendez, le design, c'est réfléchir à une problématique et arriver à une solution. Les gens me disent, ouais, c'est génial, mais une fois de plus, je n'ai pas de poste pour toi, donc tu te le dis. Bon, résultat des courses, je me retrouve donc au Zimbabwe, et je me retrouve au Zimbabwe après avoir fait un premier passage là-bas et essayer de comprendre si effectivement le design pouvait servir à quelque chose, avec comme objectif d'amener une pratique de design à ce qu'on appelle d'ailleurs de manière abusive, des artisans. Ce pas des artisans. Des artisans, l'artisanat, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, mais la notion d'artisanat, c'est le père de Dominique était ébéniste, par exemple, son grand-père était ébéniste, ou alors il est allé faire du compagnonnage, il est devenu ébéniste et il a appris vraiment tout ce qu'il fallait savoir pour vraiment travailler le bois et monter les choses là. Comme vous allez le voir, on va voir des produits dans quelques instants. Je suis désolé, les images sont peut-être un peu, je ne sais pas si on peut mettre, enfin je ne sais pas si vous voulez, hein, mais c'est d'ailleurs un peu compliqué de vous présenter ces images-là, parce que bon, tout ça, ça date des années 90, donc c'est de la pellicule, hein, c'est pas du digital. Et j'en ai malheureusement pas beaucoup, parce que ça coûtait cher et que j'avais pas beaucoup de pognon pour aller prendre des photos et puis les faire développer. Donc l'objectif de l'organisation, c'était d'amener une démarche en design gratuite. Donc moi, je me faisais payer pour que mon salaire soit payé et je me mettais à la disposition de ces entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Micro-entrepreneurs, là aussi le terme presque un peu abusif, c'est des milieux périurbains où on se retrouve avec des micro-entrepreneurs qui vont réaliser des produits dans le but de les vendre, et ces produits, comme ils n'en ont jamais vraiment fait avant, on copie un produit. Et il n'y a rien de péjoratif là-dessus non plus, c'est-à-dire que, imaginez-vous que vous arrivez de votre milieu rural en ville, vous allez vous dire, ben voilà, il faut que je fasse quelque chose pour gagner ma croûte. Il y a des marchés à ciel ouvert sur lesquels on trouve quelques produits, des chaises, des tables, des produits relativement fonctionnels. Et puis on va voir après des cadres de portes, des cadres de fenêtres pour la construction. Ah, je vous dis, ben, moi je peux peut-être faire la même chose que ce qui se fait déjà là maintenant, donc il va y avoir une tendance à copier le produit. C'est pas de la facilité, c'est juste que je n'ai pas d'autres points de repère, je n'ai pas d'autres éléments qui me permettent de comprendre comment je peux le faire le produit, s'il y a une demande sur le marché pour le produit. Et en fait, c'est des problématiques de design. C'est vraiment des problématiques de design et puis de marketing peut-être aussi, mais c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident parce que le montage de cette ONG était construit sur, je vais passer quelques images à vite fait, était construit sur le principe d'amener donc entre guillemets un regard, un savoir-faire, une certaine expertise, d'essayer de faire en sorte que les artisans entrepreneurs deviennent de plus en plus créatifs et de plus en plus indépendants eux-mêmes, sans leur amener des solutions toutes faites, parce que sinon ça ne servait à rien.
Donc dans un premier temps, Ludovic, le designer qui est venu avec moi pendant les 2 premières années et moi, on est allé sur les marchés. D'ailleurs, juste une anecdote parce que je crois qu'elle vaut vraiment son croustillant. Je vais avancer juste un tout petit peu parce que je reviendrai peut-être après dans une seconde, mais on va voir un peu plus loin. Voilà. Juste cette image-là vous montre en fait ce qu'on appelle donc des marchés de plein air. Et sur ces marchés de plein air, en fait, la municipalité tolère que des vendeurs viennent vendre leurs produits. Et d'ailleurs, pour information, c'est quelque chose tu parlais tout à l'heure du fait que le genre de choses que j'évoque ici a de plus en plus de résonance par rapport à l'actualité et par rapport à ce qui est en train de se passer au XXIe siècle. Vous avez peut-être entendu parler à un certain moment de ce qu'on appelle le secteur informel. Là, on est dans le secteur informel. Le secteur informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne sont pas taxés, tout simplement. Il y a des économies, à peu près partout en Afrique, où 80% du produit national brut est réalisé sur de l'économie informelle. C'est-à-dire que je réalise un produit, Dominique vient me l'acheter de la main à la main, et il n'y a personne qui a payé d'impôt. Pas d'impôt sur le revenu, et il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée. C'est un manque à gagner pour les économies et pour les gouvernements absolument phénoménal. Donc je reviens sur ce genre de lieu. Alors la ville était ponctuée, Harare, à l'époque c'était à peu près la grande métropole, c'est 1,5 million d'habitants. C'est une ville qui est relativement propre, mais autour de laquelle il y a ce qu'on appelle vraiment des high density suburbs ou des townships, comme autour de Johannesburg ou de la plupart des grandes villes sud-africaines. On est dans un contexte culturel et historique qui est à peu près similaire à celui d'Afrique du Sud. Un pays où il y a 85% de la population qui est une population noire qui a été déplacée et 15%, donc un pourcentage relativement élevé de colons et surtout de 3e, 4e génération de colons. C'est-à-dire que c'est absolument pas comparable à ce qui se passe dans d'autres pays africains, à part peut-être l'Afrique du Sud. Donc c'est assez similaire à l'Afrique du Sud. Mais donc on tolère ces townships, enfin ces open air markets un peu partout. Et nous, donc, designers, on arrive gentiment et on se dit, on va essayer de comprendre ce que les gens font. Alors on voit qu'ils font des étagères, ils font des chaises, ils font des tables, etc. Et il y a des vendeurs. Et on décide vraiment sciemment qu'on va observer. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de forcer les choses. Et on observe pendant un moment. Et on y revient comme ça pendant 2 semaines. Et on discute avec les gens et on leur demande, tiens, pourquoi tu fais ton produit comme ça et tu vends autant, et donc est-ce qu'on t'a fait une commande? Et on essaie de comprendre comment tout cet écosystème fonctionne. Et en fait, on se fait complètement gruger dès le début. C'est-à-dire qu'ils nous disent, non, c'est moi qui fais le produit. Alors que c'est pas eux du tout, eux, c'est les vendeurs. Et en fait, on se rend compte, donc avec un peu de temps, que tout ça s'est fabriqué là, dans ces endroits-là, donc il y a vraiment 2 entités, il y a les faiseurs et puis il y a les vendeurs. Et les faiseurs, ils travaillent dans ces contextes-là. Donc on va retrouver des soudeurs, on va retrouver des coupeurs de métal, on va retrouver des menuisiers, des charpentiers, des gens qui font, je ne sais pas comment on dit en français, des recouvreurs. Et en fait, quand on commence à se poser la question de savoir comment tout ça fonctionne, c'est vraiment pas évident parce qu'en fait, chaque entité fait son petit boulot et essaie de gagner son pognon là-dessus. Donc, pour essayer d'aller un tout petit peu plus vite là-dessus, nous, ce que l'on a commencé à faire, c'est définir avec eux ce que pourrait être leur produit. Mais quand je dis définir avec eux, c'est leur demander à eux de tenir le client. Et ces produits, en fait, on les a réalisés. Donc, l'organisation s'appelle Design Coopération. Pourquoi coopération? Parce qu'en fait, je crois que le texte là vous l'explique un petit peu. Et donc, beaucoup de travail sur le terrain pour essayer de faire en sorte qu'on développe des produits, et c'était fair trade avant l'heure, on va dire, écologique avant l'heure, des vernis à base d'eau, de la récupération de tôle, et tous ces produits, de l'assemblage. Je vais passer 1 minute sur cette chaise-là parce que c'est intéressant. Des assemblages qui sont des assemblages adaptés au contexte de fabrication. Je travaille dans un environnement où il n'y a absolument aucune surface plane, aucune surface d'équerre. Je dois réaliser des joints, et je fais des joints, pour ceux qui connaissent un petit peu en menuiserie, en tenon mortaise,
en ayant une gouge et en ayant des outils qui ne me permettent pas d'avoir des assemblages précis. L'assemblage temps mortaise, qui est plutôt de bonne qualité parce qu'il offre beaucoup de surface de contact, devient merdique, alors qu'il vaudrait mieux passer sur un assemblage de ce type-là, qui est en théorie inférieur, mais qui, dans ce contexte-là, c'est mieux réalisé. La réalisation aussi de produits avec des éléments de bois qui sont de la récupération avec des petites sections. Des ergonomies qui sont mieux travaillées. Et en fait, on s'est retrouvé à développer avec les artisans toute une série de produits dans une période économique où les choses marchaient plutôt bien, qui se sont donc retrouvés sur les marchés de plein air. Et ben voilà, ça c'était mon véhicule de fonction, là, la Peugeot 404 Flatbed. Et en convertissant les artisans et en les convertissant de manière... en fait, on leur donnait aucun incentive, on venait avec aucun capital. C'est-à-dire qu'on leur disait pas, mais tiens, je vais te mettre 50 € sur la table, tu vas me réaliser un prototype et puis tu vas y aller. Même pour la réalisation de prototype, il a fallu qu'on se pose la question de savoir comment nous, en tant que designers, nous communiquions en anonyme. En fait, on communique aujourd'hui, et c'est des choses dont les écoles de design, auxquelles les choses de design pensent, hein, c'est les techniques de représentation. Pourquoi est-ce qu'on décide? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait de la CRO? Pourquoi aujourd'hui on fait des rendus réalistes? C'est pour permettre de faire en sorte que mon interlocuteur puisse visualiser ce que j'essaie de ce qu'on essaie de créer ensemble. Sinon, si je peux lui mimer, ça va très bien. Si je peux lui raconter une histoire et que ça lui permet de se projeter le truc, ça va très bien aussi. Le dessin a permis d'être finalement relativement efficace, précis. Et en fait, ce qui était vachement étonnant, c'est qu'on s'est posé la question des techniques de représentation, et la plupart des artisans entrepreneurs avec lesquels on travaillait, qui parlaient anglais, qui avaient un niveau d'éducation qui n'était pas, enfin, qui équivaut probablement à la fin des années primaires, du niveau primaire en Europe, en fait, n'avaient aucune inhibition à dessiner. Zéro inhibition. Alors que je vous garantis que si vous allez voir n'importe lequel de vos clients ici en France et que vous lui donnez le crayon, il n'y a personne qui va vouloir dessiner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de se projeter et que c'était pour eux finalement pas un problème. Voilà, moi ce que ça m'a appris, bon, à part c'était passionnant parce que je bossais dans l'environnement que vous venez de voir, je ne vais pas parler trop longtemps là-dessus, mais c'était Mbaré qui est donc le plus grand de ces lieux de fabrication informels à Harare, et pollué, dégoûtant, sans aucune évacuation d'eau. Quand il pleut pendant la saison des pluies, c'est de la boue partout. Quand il fait sec, c'est irrespirable. C'est énormément de recyclage de choses qui sont toxiques. Bon, là, par exemple, ce que vous voyez, la plupart de ces lamelles sont des récupérations. Par exemple, vous avez vu des barils de pétrole, il y a des barils qui arrivent, on les dessertit. Vous avez vu aussi un certain nombre des plieuses et des rouleuses de métal, tout ça fabriqué avec les moyens du bord. C'est une vraie humilité. Hein. Enfin, moi, pendant 8 ans, mon bureau a été un clipboard, je ne sais pas comment on appelle ça. Un truc A4, un truc sur lequel il y a une pince, sur lequel je peux mettre un A4 et j'avais un crayon et j'allais dessiner avec les gens. C'est comme ça que j'ai travaillé. Résultat des courses, on a quand même généré, avec les artisans, donc finalement, pas loin d'une centaine d'artisans, on générait 250 000 $ de chiffre d'affaires tous les ans, avec aucun capital. Ça, c'est pour moi aussi ce qu'est un peu la force du design. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la démarche a été aussi de plus en plus de faire en sorte, donc on a créé un label qui s'appelle Mbaré Design Group, on a donc ça, c'est par contre effectivement l'ONG donc payait payait donc le projet pour réaliser un certain nombre d'outils promotionnels, parce que finalement c'est ça qui marche aussi. Et si vous voyez aujourd'hui des sites qui vendent par exemple des productions artisanales qui viennent un peu partout, c'est un peu la suite de ça. Je ne dis pas que c'est nous qui l'avons inventé du tout, je dis que ça fait partie de la même logique. Et donc on parle vraiment de choses qui sont... là, cette brochure, elle date de 80... Je crois que c'était marqué un peu plus tôt, 95. Donc il y a 20 ans quand même. Où on parle donc de production adaptée, on parle d'un label, et ce label permet de vendre, on parle de profits plus élevés pour les entrepreneurs.
En fait, je veux aussi vous parler de Dixid. Moi, ça a été, donc aujourd'hui, moi je suis, et d'ailleurs l'école est membre Dixid, et moi je suis donc un membre élu du comité exécutif de Dixid. Dixid, c'est quoi? C'est l'International Council of Societies of Industrial Design. C'est un peu un mouthful, comme on dit en anglais, mais donc c'est le Conseil international, donc le Conseil international des organisations de promotion du design. Donc dedans, on va retrouver la PCI, pour ceux qui connaissent la PCI, le lieu du design, Strat, l'École nationale des arts déco, l'ENSI par exemple pour la France, donc, des organisations mondiales, et ITIL organise régulièrement ce qu'ils appellent des interdesign workshops, où moi j'en ai fait deux, donc j'en ai fait deux en Afrique du Sud, je vais vous montrer 2 ou 3 slides, 15 jours, ça me permet aussi moi de revenir un peu dans le faire, ce que je fais peut-être un peu moins aujourd'hui. 15 jours où entre 30 et 40 designers pluridisciplinaires, il y a des graphistes, il y a des designers d'interface, il y a des designers de services, des designers de produits qui se retrouvent, en général dans un pays et dans une zone où on va travailler sur une problématique avec une dimension sociétale. Là, c'était le transport rural, par exemple, avec une équipe qui a travaillé sur tout ce qui tourne autour des vélos. Ça, c'était l'équipe dans laquelle j'étais. Sur ce qu'on appelle les donkey carts, donc les véhicules tractés ou les chariots tractés. Et vont travailler avec les populations locales et les designers locaux, ce qui permet de comprendre les contextes dans lesquels on travaille et vraiment d'avoir non pas un truc très théorique, c'est court 15 jours, mais ça permet quand même d'amener des solutions avec, comme vous le voyez, là on va au-devant à la fois des instances de gestion, je dirais, des autorités locales, avec le conseil élu, le conseil des sages, avec des usagers. Là, par exemple, on voit la demoiselle là-bas en haut avec le type qui a son polo rayé, c'est un Américain qui travaille avec moi. Et là, pour pouvoir être sur son vélo, vous voyez que sa jupe, elle est fondue. Et donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est aussi de pratiquer le design dans ce genre de contexte-là. La solution qui a été réalisée, je crois que il faudrait presque y passer toute une heure là-dessus, mais c'est une solution donc technique, à laquelle est attachée toute une notion de service. Le transport des enfants pour aller à l'école le matin, la livraison de l'eau, la livraison du bois de chauffage, la livraison du fioul d'éclairage et ce genre de choses-là, avec finalement relativement peu de composants d'un vélo, d'une bicyclette qui a été utilisé, et avec ce qu'on appelle un recumbent bike, ce qui permet d'avoir une relation entre la force de la personne qui pédale et la masse que l'on peut tirer, qui est absolument énorme, et avec des points de l'équivalent de sign blocks, donc de choses qui sont juste du caoutchouc, avec absolument aucune pièce mécanique pour faire la direction du tricycle. Je reviens un peu sur ce que je fais aujourd'hui. Là aussi, c'est la même année où j'ai pu faire cette petite vidéo pour expliquer qui j'étais. On m'a demandé de faire une présentation sur la manière dont le design se pratiquait dans mon entreprise. Et c'était pour le Design Management Institute, et j'ai intitulé ma présentation Beauty and the Corporate Beast. Bon, nous, on est la beauté. Corporate Beast, c'est les boîtes pour lesquelles on travaille. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Et en fait, c'est une époque où on disait le design, ça va nous sauver. Il n'y avait pas une boîte internationale qui ne parlait pas de design. Tous les CEOs de la planète disaient le design c'est génial, les designers étaient le premier à lever la main en disant le design va nous sauver. Et en fait, il faut quand même être un peu réaliste et il ne faut pas surtout surpromettre. Si vous lisez un peu ce qui est écrit là, c'est marrant d'ailleurs parce que ça vieillit, on parle beaucoup de product design, alors que maintenant, ou de industrial design, maintenant on parle peut-être moins de industrial design, product design, et plus de design au sens général ou générique. Mais en fait, ça c'est la belle histoire, mais quand on est dans l'entreprise, c'est franchement dur. Je veux dire, excusez-moi de vous dire comme ça, mais on se tape la tête contre les murs au quotidien. Mais vraiment. Et pourtant, on est au service de la marque, et on est une partie intégrante de la marque.
Je vais vous montrer deux ou trois choses que nous on fait chez Orange, puisque tu me disais que c'est peut-être pas mal aussi qu'on en parle. Je ne sais pas où on en est en termes de temps, mais je crois qu'il faudrait que j'essaie de conclure dans pas très longtemps. Les mois 22. On a commencé avec un peu de retard. Ah. On met en place, ça c'est vraiment un truc sur lequel je crois que c'est important de passer une minute. Quand je suis arrivé chez Orange il y a 2 ans, on se rendait compte, enfin c'est le cas, hein, Orange c'est 180 000 employés, c'est un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros, on est une boîte qui est très techno-push, pilotée vraiment de manière très claire par des ingénieurs. Et en fait, on a mis en place ce programme UCI, donc User Centric Innovation, qui se fait aider par un tas de gens. On ne demande pas à tout le monde d'apprendre tout ce process de manière vraiment précise, mais par contre, ce qu'on a fait, au niveau du technocentre dont je fais partie, où on se retrouve, où on est vraiment l'usine d'innovation de l'entreprise, on a trouvé les moyens et les financements pour former 400 managers à ça. Et quand je dis former, ce n'est pas 2 heures de formation, c'est 2 jours et demi. 2 jours et demi de formation, de manière à assurer qu'on a tous exactement la même manière d'envisager l'innovation. C'est ce qui nous permet ça, c'est une des valeurs ajoutées du design. Je ne vais pas laisser tourner longtemps parce que ça va être trop long, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de la manière dont on fait ça. User Centric Innovation. C'est un cadre méthodologique commun mettant l'utilisateur au cœur de la réflexion pour créer des expériences d'usage différenciantes et ainsi construire... Bon, il y a un côté très professionnel, donc, vous allez voir là. Bon, bien sûr, ça existe en français et en anglais, c'est formation sur plusieurs pays. Sur l'intelligence collective, partagée par un langage commun et améliorer nos pratiques suivant 4 principes clés. De bonnes interactions utilisateurs au bon moment, une collaboration intermétier, interentité et un partage de connaissances utilisateurs à chaque étape. La matérialisation, maquette, démonstrateur et la visualisation des idées à chaque étape pour les partager régulièrement avec l'équipe et les utilisateurs. Et enfin, un focus sur les expériences utilisateurs visées avant d'envisager les solutions. Le cadre méthodologique est construit autour de 4 phases. Découvrir, je vais arrêter après ça. Développer. Si ça intéressait quelqu'un, je peux tout à fait vous le repasser après, vous le passez maintenant. Priorisation pour faire des choix. La phase de découverte permet de clarifier le sujet et bien définir les enjeux. On prend un exemple, et en fait on prend l'exemple du Vélib d'ailleurs, parce que ça permet vraiment d'incarner ce que cette démarche fait. Comment on est arrivé au Vélib? Le Vélib, c'est pas qu'un vélo, le Vélib, c'est un vélo plus un service qui répond à un certain nombre de problèmes. Et en fait, c'est important et c'est à mon avis une des fonctions du design aussi, c'est d'amener tout le monde à voir le problème de la même manière. Et de s'assurer qu'on a bien évidemment un cadre méthodologique qui nous permet après de prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais c'est aussi tout ce travail de parabole, ce travail d'histoire et de décryptage. C'est très important, à mon avis, pour moi, dans une entreprise, que le design soit positionné de manière à pouvoir aller un peu donner les lunettes aux autres en disant tiens, je vais donner mes lunettes de designer, tu vas regarder, et voilà comment ça marche. Dans notre métier, et aujourd'hui, moi je ne peux pas imaginer qu'une structure de design ne le fasse pas, on est à l'initiative, et puis on est les gardiens du temple d'un certain nombre, enfin pas d'un certain nombre, du maximum de choses qui ont à voir avec les canons de beauté, pour faire simple, de la marque. Et donc les références pour nous digitales, graphiques, les références en termes de produits, les références en termes de son par exemple. On a créé ce que peu de boîtes font, hein. Même aujourd'hui Apple n'a pas un design sonore unifié. Orange a maintenant un design sonore unifié. C'est-à-dire qu'on a défini, et puis après on a fait tester ça sur la trentaine de pays où on est présent, des sons qui sont associés à un certain nombre de fonctions. Bon. Et c'est comme ça qu'on va, au fur et à mesure, expliquer les choses. Je vous passe quand même cette petite chose-là parce qu'elle illustre un peu comment on va communiquer des principes.
Oui. Le cinéma. J'ai beaucoup aimé les totems forestiers. C'est vraiment Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon. J'aimerais bien pouvoir vous la passer parce que on réessaye. T'es branché sur le son là, ou pas? Oui, oui. Ok. Ouais. Bon, tant pis. Si, il y a le son. Hein. Non, c'est juste que mon point de vue apparemment ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Je vous demande une seconde. Allez, on va essayer. On a plein à l'écran en fait. Hein. Ah ouais. En fait, ce genre de film, on en fait pas mal, permet d'illustrer un propos. Là, ça fait partie de ce que nous appelons nos principes digitaux. Quel est le type de service qu'on essaie d'amener à nos clients? Vous allez au cinéma? Oui, je sais pas quoi voir. Alors, la dernière fois, j'avais beaucoup aimé les totems de Michael Forestier. Tu devrais aller voir l'armoire à glace, lui aussi. Nathalie et Stéphanie l'ont vu, elles ont adoré. Ils passent au cinéma des Flibustiers, c'est pas loin de chez toi? Oui, c'est cool. En plus, la prochaine séance est dans 40 minutes. Avec le bus 23, tu devrais être largement dans le temps. Dans 2 heures, il va pleuvoir. Bon, bien sûr, c'est beaucoup de travail sur le terrain pour essayer de comprendre comment les gens utilisent leur équipement, comment ils vivent leur vie, tout simplement. Là, par exemple, ça paraît une évidence, hein, mais aujourd'hui, quand on démultiplie les usages sur différents écrans, qu'on sait qu'on a un smartphone dans la main à peu près tout le temps, bah, déjà, il y a des problématiques, enfin pas des problématiques, des problématiques à prendre en compte. Si ma télécommande, mon mobile devient une télécommande, bah, je dois faire le focus sur ce qui se passe à 80 cm de mes yeux versus 3 mètres, comment tout ça fonctionne. Et on fait beaucoup de travail, beaucoup d'observations sur le terrain pour essayer de comprendre comment les gens fonctionnent. Et là, par exemple, ce genre de choses-là, sans rentrer dans trop de détails, nous permet de simplifier une télécommande et de retirer, pour ceux qui sont, je vais prendre un gros écho là, je ne sais pas si c'est... pour ceux qui éventuellement utilisent une Lightbox chez Orange, une ancienne, c'est peut-être... non, c'est pas ici. Jusqu'à hier, Orange achetait ses Lightbox chez Philips. C'est une Lightbox, c'est pas ses Lightbox, c'est télécommande chez Philips. La télécommande est une télécommande qui vient sur étagère. Elle a par exemple un tas enfin pas un tas, elle a plusieurs boutons qui sont des boutons contextuels qui permettent lorsque vous êtes en train de regarder un contenu, d'avancer, de reculer, de faire pause, etc. Ces télécommandes, si vous les regardez, les boutons ne sont pas très différenciés, il n'y a pas de hiérarchie, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y en a autant. Et en fait, quand on regarde, donc c'est le schéma là à gauche, quand on regarde concrètement et quand on va voir plusieurs centaines de foyers et qu'on les observe avec leur consentement bien sûr pendant plusieurs mois, on se rend compte qu'en fait il y a des touches qui ne sont jamais utilisées. Donc on peut s'en passer et puis on peut développer un certain nombre de produits où ces touches sont déportées sur l'écran par exemple. Bah, ça c'est une manière dont on va amener, avec laquelle on va amener la valeur. C'est des petits produits de ce type-là qui permettent de simplifier aussi l'usage. Là par exemple, bon, c'est un hotspot Wi-Fi. Vous l'avez tous vécu, il faut un petit câble pour le recharger.
USB, micro USB, souvent on ne l'a pas avec soi. Là, le câble est intégré dans le produit. Il y a une petite dragonne, il devient une petite dragonne, il y a la possibilité de le ranger dans un fourreau. Et cette dragonne permet aussi de l'accrocher par exemple à une poignée de fenêtre parce qu'on essaie d'être le plus proche possible. Souvent à l'intérieur il y a un gros mur et on n'a pas de signal plus à l'intérieur. Bon, on fait aussi tout le travail d'explication de ce que peut être la valeur ajoutée de nos produits. Je vais peut-être passer assez rapidement. Et ça vous donne un peu le ton. On travaille sur l'ensemble des produits et services. Comme je le disais, c'est du produit physique, c'est les interfaces télé, c'est les interfaces VOD. C'est un produit qui vient de sortir aujourd'hui, qui est dans les boutiques aujourd'hui, qui est un produit suffisamment innovant que pour que aujourd'hui le fabricant cherche à le mettre sur le marché en dehors du footprint de la zone orange et de le vendre sur le monde entier. Il fait quoi? Il propose donc une connexion, c'est un petit boîtier, ça fait à peu près 12 cm de côté. Recharge par induction sur le haut, vous voyez qu'il y a de la connectique, il y a la possibilité de balancer du son dessus et puis après de connecter sur une chaîne, sur des enceintes, et surtout de rendre l'accès au Wi-Fi beaucoup plus facile dans la maison. C'est le bloc, que vous avez peut-être vu pour certains, pico-projecteur vraiment innovant. J'essaie d'aller vite parce qu'on arrive à peu près... Le bloc est un objet connecté, conçu et designé par aussi, pourquoi je vous montre ça? C'est très long, donc ça, j'avais vraiment pas prévu de vous le montrer. Mais ce qui est important dans ce genre de vidéo-là, là en l'occurrence, c'est le chef de projet qui parle, c'est même pas un designer. Et en fait, qu'est-ce qu'il va expliquer? Je vais quand même laisser tourner un petit peu, pour que ça vous donne un peu de méthodologie. Voici comment un projet peut évoluer, se déformer, se préciser au cours des différentes phases de conception et de rencontre avec les utilisateurs. C'est aussi démythifier cette notion de l'innovation qui se fait que au design, mais qui est partagée par l'ensemble des également sur ce que nous voulions éviter. Nous cherchions un compagnon des familles, un objet différenciant autour de l'audio, de la visio, mais pas une télécommande ni une tablette. Un objectif toutefois, concevoir un objet emblématique d'Orange et de ses services pour l'ensemble de la famille. Restait pour nous à déterminer quoi. Pour nommer l'objet que nous recherchions, nous l'appelions le bidule. Et pour le matérialiser lors des réunions, nous prenions une feuille de papier froissée en boule que nous posions au milieu de la table. À partir de ces mots-clés, de cette boule de papier, ainsi. Non, mais c'est vraiment important pour nous, sur des projets emblématiques, de revenir. Bon, c'est aussi, on capitalise sur les expériences, et on essaye de reproduire ces bonnes pratiques. Et là, la bonne pratique, c'est vraiment un travail d'équipe. Bon, demain, pour nous, pour mettre les choses un peu en perspective, outre le brand refresh que l'on commence à percevoir là sur les quelques slides qui sont ici, qui a été communiqué par notre DG il n'y a pas très longtemps et auquel, bien sûr, le design est non seulement associé, mais est un des moteurs, c'est aussi commencer à travailler à des solutions et à des services, et donc de la valeur ajoutée à la fois côté business et puis côté usagers finaux autour du data et autour de le montage du programme DataVenue qui est une co-création avec le design d'agrégation de données venant d'un peu partout, du monde de la sécurité, du monde du retail, des objets connectés, de manière à pouvoir les exploiter et amener un suivi de la valeur aux gens. Voilà, tout ça pour dire que moi je ne suis pas persuadé que le design, on a un peu tendance à une époque où on s'est présenté, je crois, je ne sais pas si c'est votre cas, vous n'avez peut-être pas le même sentiment que moi, mais moi j'ai vécu, en tout cas il y a quelques années, un moment où on se retournait dans les entreprises vers le design en disant voilà, il faut que vous trouviez, c'est vous qui allez quelque part permettre
qu'on survive ou pas. Je crois que c'est vraiment fortement exagéré. Et je crois qu'il faut qu'on fasse assez attention à la manière dont on se positionne. Ce monsieur est décédé, c'est un type qui avait monté une très belle agence de communication, Wolf Collins. Mais j'aime bien ce qu'il dit. Voilà. On peut... Le design est souvent, je trouve, et je le constate encore aujourd'hui, dans les entreprises, dans une position où il se plaint de ne pas être compris, ou d'être incompris, de ne pas être utilisé à sa juste valeur, de ne pas être reconnu. Et en fait, bon, bah, à un moment ou à un autre, il faut juste qu'on fasse le taf, quoi. Voilà. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, il y a une seule personne. Pourquoi sérendipité? C'est assez marrant. La première fois que j'ai utilisé ce terme, c'était il y a 15 ans, dans une intervention un peu similaire à celle-ci, où en fait, la personne qui joue le rôle aujourd'hui de Dominique, qui m'aurait demandé de venir, m'avait dit ce serait pas mal, c'était en anglais, il m'a dit be nice if you would come and talk about your serendipitous journey. Et à l'époque, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire, sérendipité, donc je suis allé, à l'époque il y avait quand même Google, j'ai regardé. Et donc, depuis on parle beaucoup de sérendipité ou de serendipity. Je trouve vraiment intéressant que de plus en plus ce soit associé en fait à un mécanisme relativement aléatoire de découverte et donc d'innovation. Parce qu'en fait, sérendipité vient de serendip et vient en fait d'un conte perse du XIVe siècle, je pense, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, les trois princes de Serendip, qui a inspiré énormément de choses par la suite, Zadig chez Voltaire, etc. Pas la peine de vous farcir la lecture de tout ça, mais ce qui est intéressant dans ce fameux conte des trois princes de Serendip, c'est qu'en fait, ils partent un peu en exil, il leur arrive des choses, et par déduction un petit peu informelle certainement, et relativement peu construite, en fait, ils arrivent à trouver des choses, à s'extirper de situations un petit peu compliquées, et quelque part, c'est la notion du heureux accident. Voilà. Merci à vous. Ça, le piqueur, d'ailleurs, c'était notre première visualisation de ce qu'est le bloc, que vous avez vu un peu plus tôt. Ça montre aussi les chemins qui ont parcouru. Je suis désolé, hein, j'étais trop long, je pense. Mais bon. Non, passionnant. Avez-vous des questions? C'est le moment. Non mais moi je peux comprendre aussi cette question, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je ne serai pas... Bonjour, tout d'abord merci d'avoir partagé votre expérience. Je voulais savoir, lors de votre voyage au Zimbabwe, qu'est-ce que vous avez appris le plus en fait? Qu'est-ce qui vous a marqué, qui vous a suivi dans votre carrière après? C'est une grande question. Hein. Je dis pas facilement, mais l'humilité, oui, et puis peut-être aussi une conscience que la vie qu'on est peu de choses. Il faut savoir que le Zimbabwe, encore aujourd'hui, est un des pays où on a le taux d'infection du sida le plus élevé de la planète avec le Botswana. J'ai vu beaucoup de gens mourir. De savoir qu'en fait, il y a aussi c'est très culturel, hein, ce que je vais dire là, mais finalement, c'est quand même, ça m'a touché. Il y a une sorte de... Il y a deux ethnies principales au Zimbabwe. Les Shona sont Bantous, les Ndebele sont des Zoulous. Et chez les Shona, il y a vraiment assez facilement une sorte de résignation. Il y a un enfant qui meurt, ça devait arriver. Ça donne quelque part une certaine un certain apaisement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément maître de tout.
Pour ce qui est de la partie design, ça m'a vraiment, j'ai essayé de le dire un peu tout à l'heure, c'est pas évident de le dire comme ça en deux mots, hein. C'est la prise de conscience que nos actes en tant que designer, et donc en tant qu'humain, hein, tout simplement, bah, ont un impact. Et que, tant qu'à faire, si je peux me débrouiller pour que, sur le peu de temps que je passe sur la planète, cet impact soit le plus positif possible, bah, c'est la voie que je préfère prendre. Mais je ne rentre pas sur des grandes considérations intellectuelles, hein, mais je pense que si je ne l'avais pas fait, bah oui, j'aurais été, enfin, en toute simplicité, je crois que j'aurais été plus tourné vers moi-même, plus inquiété de savoir quelle était la prochaine possession que j'aurais pu avoir, etc. Ce qui ne m'empêche pas, et d'ailleurs, j'ai une question, peu de temps après que je sois rentré en France, moi j'ai fait une présentation à l'ENSI auprès d'élèves, et il y en a un qui m'a dit, mais enfin, t'as pas honte, c'est un peu comme ça, t'as pas honte, t'as fait ça au Zimbabwe, et maintenant tu bosses pour le big man, donc la face cachée, le business. Je dis, mais non, j'ai pas honte du tout. Et en fait, bon, je pense que je peux amener, et j'ai le sentiment, d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand j'étais recruté donc, aux États-Unis, où je me suis retrouvé, après avoir passé quand même presque 9 ans au Zimbabwe, donc dans un contexte où bon, moi je faisais des petits produits, et je me suis retrouvé embauché en tant que designer senior, puis principal dans une très grosse boîte. Et clairement, on m'a dit, bah, en fait, bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu des gens au niveau RH et au niveau de l'emploi qui sont venus me chercher, mais ils se sont dit, mais en fait, c'est ton profil qui m'intéresse. Donc, ça m'a amené aussi une conscience, juste en quittant le Zimbabwe, que finalement, bah, c'était OK de prendre des risques. Et ça, c'est quand je parlais aussi d'une sorte d'apaisement, de se dire, mais finalement, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Et moi, je peux dire que j'ai fait ça avant qu'il y ait Internet. Je veux dire, pour chercher un boulot du Zimbabwe, c'était le téléphone ou c'était écrire une lettre. Hein, bon, aujourd'hui, c'est quand même devenu tellement plus facile. Donc le message que je pourrais passer, juste pour rebondir sur la question que tu me poses, c'est parce que c'est vraiment, je pense, s'il y a un message que je souhaiterais pouvoir vous passer, c'est d'abord, il ne faut pas se destiner à une seule, et de toute façon, je pense que vous êtes beaucoup plus conscient que ça, de ça, que moi je n'ai pu l'être à mon époque. Et lorsque j'arrivais dans la vie professionnelle, on se disait, c'était quand même encore un moment où en France, dans beaucoup d'esprit, quand on avait fait des études d'ingénieur, le design existait à peine, mais on rentrait dans une entreprise et puis on y faisait carrière, je à carrière, et puis on essayait de tenir le plus longtemps possible, et puis de partir en retraite de cette même entreprise. Et il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu, même quand je suis arrivé chez Legrand, donc aujourd'hui, moi je connais, j'ai eu un tas de collaborateurs qui n'ont qu'un job dans leur vie, enfin qu'un job, qu'une seule entreprise, qu'un seul employeur. Vous êtes bien conscient aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Mais donc le message, c'est d'abord dans la pratique du design, il y a plusieurs pratiques de design. C'est devenu relativement facile, à mon avis, de se dire bon, je vais travailler en Chine, je vais travailler en Afrique du Sud, je vais travailler au Brésil. D'abord l'anglais est aussi de plus en plus répandu. Et puis je peux travailler dans des domaines d'activité qui sont très différents. Et je ne suis pas obligé de travailler que en tant que designer intégré versus designer indépendant, ou travailler comme je connais, je connais un ancien diplômé de l'école de l'ENSI qui aujourd'hui travaille en Creuse, et en Creuse, hein, le trou du cul de la France, dans une petite ville qui s'appelle Feuilletat, et qui travaille avec les autorités locales, avec les communautés locales, et qui fait un travail avec la 27e région, et qui s'éclate à faire ça. Et jamais, je crois, qu'il se serait imaginé, quand il faisait ses études de design, c'était ce qu'il allait faire. Mais il ne va pas faire ça forcément de sa vie. Peut-être qu'après-demain, il ira travailler pour Samsung ou pour... voilà. Quelqu'un d'autre. C'est pas facile de résumer ce passage-là, mais oui, c'est clair que ça m'a marqué.
Merci. Non, moi je vais continuer sur une question. Non, mais moi c'est bon. Hein. Non, mais j'ai une question à te poser justement sur qui est un peu connectée à celle-ci. Je reviens d'Inde, j'étais en Inde il y a 15 jours. Ouais. Et donc il y a un contraste gigantesque, vraiment. C'est-à-dire que dans le même endroit, il y a à la fois l'expression de l'extrême pauvreté et puis de la modernité absolue. Et je me dis, d'une certaine manière, je vois ce contraste-là dans ton parcours. C'est-à-dire qu'il y a le Zimbabwe, là on voit le bordel absolu. Tu nous as montré tous ces matériaux empilés les uns côté des autres, etc. À part cette matière à partir de laquelle ils vont produire, les conditions sociales et sanitaires que tu nous as décrites. Et puis là, tu es sur Orange. Donc je vois ce contraste-là. Et je vois en Inde, je crois qu'Orange est en Inde, il me semble. Je ne sais pas si non. Orange n'est pas en Inde. Alors, c'est pas commercial, enfin on est en Inde, je te réponds juste pour sur clair. On a ce qu'on appelle Orange Business Service, donc qui offre des services aux entreprises. Et là, on est sur 220 pays, à peu près tous les pays de la planète, à part la Birmanie et puis peut-être 3 autres. Donc là, forcément en Inde, mais pas commercialement. Tu ne peux pas aller acheter un forfait Orange. Et donc, je vois donc un pays comme l'Inde qui à la fois qui donne les signes de la pauvreté, mais aussi les signes de la richesse, avec une classe moyenne qui grandit, des buildings, des immeubles qui se construisent tous les jours. Ouais. Et je me dis comment on peut marier dans un même pays ce qui relève de la frugalité, enfin de la misère d'abord, puis de la frugalité, pour accéder à la modernité. Est-ce que toi, dans ton travail actuel, ce travail, tu parlais d'humilité tout à l'heure, est-ce que cette frugalité, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, que c'est un concept important pour ton travail à toi, dans le cadre d'Orange et de tes équipes? On parle, vous connaissez le terme du jugad, hein, donc c'est clair que ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle, et que c'est devenu un peu une mode. Moi j'interprète ça, je préfère le mot frugalité, justement, parce que le jugad est devenu à mon avis un peu trop connoté. Mais bon, vous avez tous vu ce petit clip hein, où c'est Apollo 13, hein, où instamment, pour trouver la solution pour les ramener d'espace, il y a quelqu'un qui a cette idée de génie et qui dit tiens, on va prendre exactement tout ce qu'ils ont hein, dans leurs mains, et on va le foutre sur la table, et puis on va voir si on trouve une solution. Donc ça, je dis, si vous ne l'avez pas vu, vous tapez jugad et vous le trouverez sur Internet tout de suite. Vis-à-vis non seulement, bien évidemment, des pays et des zones où on trouve des solutions, donc dans un contexte économique qui est plus dur, ça on l'utilise, mais de plus en plus, ici à Châtillon et à Londres, on se met dans des situations où on se dit, tiens, si je devais faire quelque chose qui répond à un besoin, et quelque part, je ne veux certainement pas exagérer les choses, mais HomePoint, qui est un des produits que je vous ai montré, qui est ce petit, c'est à la fois, c'était presque un hotspot Wi-Fi, et puis c'est un produit qui facilite toutes les connexions au sein du foyer, répond un peu, a été conçu en utilisant une démarche plutôt de frugalité, en se disant, plutôt que de rajouter 25 000 fonctions, plutôt que de se dire je peux faire ci, je peux faire ça, c'est quoi le produit avec le minimum de fonctionnalités qui va répondre vraiment le mieux à un certain nombre de besoins spécifiques, et pas forcément tout. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on raconte aussi dans la petite vidéo que je ne vous ai pas montré sur le blog, on se dit, voilà, on essaie de répondre à 2 ou 3 choses très précises, pas forcément plus. Ça, c'est un peu des exemples de frugalité. Donc oui. Et de plus en plus, je le sens quand même, hein, les designers qui nous rejoignent, parce qu'on a quand même eu, depuis que je suis arrivé dans l'équipe, l'occasion d'embaucher quelques designers, sont des designers qui sont beaucoup plus intolérants que leurs prédécesseurs sur le futile, et sur le futile, l'inutile. Et donc même s'ils ne le qualifient pas forcément d'une démarche frugale, il y a quand même cette attitude-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as... C'est assez paradoxal, si on prend le cas de l'Inde, il suffit de regarder tous ces entrepreneurs qui sont partis de rien du tout et qui sont devenus multimilliardaires. Je pense qu'ils ont un rapport donc, à la chose qui est réalisée à des fins commerciales vraiment très intelligente et très saine. En même temps, dans leur vie personnelle, c'est pas forcément comme ça que... La veste a été retournée, quoi.
moi je pense que je suis probablement un peu comme ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai vécu comme ça que je vis comme ça aujourd'hui non plus. Mais bon, enfin. Mais c'est clairement, enfin, pour ma part, ça a été une leçon. Mais je crois que c'est quelque chose qui devient quand même de plus en plus universel. Et j'espère, je sais pas, donc c'est une question que je pose, j'espère qu'on enseigne un peu ou qu'on sensibilise les étudiants, les écoles de design. On a quelqu'un chez nous, dont c'est la responsabilité, c'est David Lode, qui est embauché exactement comme ça. Très bien, très bien. Qui travaille avec nous depuis 6 ans, 7 ans. Mais ce n'était pas le cas en tout cas quand moi j'étais étudiant. Bah, écoute, là, avez-vous d'autres questions? Bah, encore merci beaucoup alors. Avec grand plaisir.